On refait le H, l'émission exclusivement consacrée au HBC Nantes, chaque semaine dans la HBC Nantes Family. En présence d'invités, supporters, bénévoles, journalistes, nos spécialistes analyseront sans phare l'actualité du HBC Nantes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 21e émission de On refait le H. Pour m'accompagner ce soir, je n'aurai qu'un seul acolyte, à savoir Mickaël, abonné depuis 2013. Bonsoir Mickaël. Salut Polo, et gros bisous à Yann qui peut pas être parmi nous ce soir. Voilà, on pense à toi mon poulet, bisous. Voilà, gros bisous Yann, on sait que tu n'as pas pu être avec nous et que tu avais pourtant bien préparé cette émission. Au programme de cette 21e émission, nous reviendrons sur la semaine du HBC Nantes, nous parlerons de la très belle victoire face à Dunkerque et aussi malheureusement de cette défaite contre Magdebourg d'hier. Nous évoquerons les résultats du sondage sur le groupe HBC Nantes Family. Enfin, comme chaque semaine, nous ferons un focus sur les matchs à venir. Et quel match? La réception cette semaine du PSG et le déplacement en fin de semaine à Magdebourg. Puis nous terminerons cette émission en vous donnant les résultats de la N1. Mais commençons tout de suite effectivement avec ce retour du match, non pas contre Magdebourg mais contre Dunkerque, victoire 34-15 du H. Mickaël, que faut-il en retenir si ce n'est ce score très flatteur ou en tout cas rarissime quand même? Ah ouais, pas flatteur, rarissime, ouais, mais pas flatteur au vu du match, parce que je pense que ce score, on l'a mérité. Complètement. Que retenir? Oui, performance première mi-temps historique, parce que j'ai eu beau en discuter avec beaucoup de monde, personne se souvient d'avoir vu une équipe professionnelle terminer à 3 buts une mi-temps. Donc c'est vrai que c'est quand même un fait assez particulier sur cette rencontre. Si on rentre un petit peu plus dans le détail, ça a été parfaitement maîtrisé par le HBC Nantes. Je dirais que c'était sur la lignée de ce qu'on avait vu la semaine dernière et des matchs contre Ivry et Vélénier. C'est-à-dire qu'on est arrivé en mode patron, on s'est installé, on a dit le match il est pour nous et on a laissé pas la moindre chance à Dunkerque. On a très bien défendu. Emile Nielsen, je vais revenir dessus, mais tout le monde en a parlé, il a été monumental. Stratosphérique. Alors, vraiment stratosphérique. Mais je voudrais insister aussi sur la défense qui a été très très bonne, menée par Roch Félio. Et puis, on a enterré les malheureux Dunkerquois qui savaient plus quoi faire, qui se sont retrouvés au bout d'un quart d'heure de jeu, qu'ils n'arrivaient pas à marquer. Ils étaient tête basse. Et puis, clairement, on les a enfoncés. Le point qui est intéressant sur cette rencontre, c'est que nous on s'est pas déconcentré. C'est-à-dire que on a vu que Dunkerque n'y arrivait pas, et là où on aurait pu se dire c'est bon, ça va être facile, et puis la jouer un petit peu petit bras, tenter des trucs un peu fous, on est resté super concentré, complètement dans notre match. On l'a joué vraiment très bien de la première à la dernière minute, et c'est aussi pour ça qu'on a conservé cet écart si important, c'est que jamais on l'a joué facile. Et ça, je trouve que c'est un trait de caractère très très intéressant d'un point de vue de la mentalité de notre équipe actuellement, qui a travaillé jusqu'au bout, dans les dernières minutes. Alberto Entrerios, on voyait, il avait pris un temps mort, il nous a fait jouer à 7 contre 6 pour essayer des choses. Il a tenté des défenses 1-5, voilà, il a vraiment utilisé ce match et cette deuxième mi-temps pour vraiment travailler. Et ça, moi j'ai bien aimé cette mentalité. Après on a eu un Dunkerque un peu en dessous de tout aussi, malgré notre énorme performance. Tu fais bien de le dire. Alors c'est vrai que quand on revient sur les chiffres de ce match, c'est des chiffres assez incroyables. On est sur une efficacité au tir de 36% pour Dunkerque et 64 pour le H. Au total, on a l'impression que le calcul est fait exprès parce que ça tombe pile poil, mais on avait vraiment l'impression qu'il y avait une équipe qui marchait sur l'autre. En tout cas, en première, c'était ils ont pris cher. Et puis finalement, quand on regarde les scores des meilleurs buteurs sur le match, le meilleur buteur Dunkerquois, il met 3 buts. Nous, notre meilleur buteur, c'est Valero, il en met 9. Sur les arrêts, j'en parle pas parce que tu en parlais, mais tout le monde l'a remarqué, on va vous le dire, on vous le redira, et ça a été un vrai plaisir parce qu'il nous a régalé une fois de plus. Emile Nielsen signe une prestation de très haute volée en signant 18 arrêts. Et sur la première mi-temps, alors j'ai pas les chiffres de la première mi-temps, mais c'est des chiffres qui sont encore plus incroyables. Il a 80% de réussite, je crois. Enfin, c'est vraiment là aussi, on sentait que les Nantais ont réussi à prendre possession du jeu
tout de suite. Ils ont peut-être un petit peu relâché en deuxième parce que le trou était fait et puis que... À peine, parce que à la mi-temps, on est à 16-13, donc plus 13, et on finit à plus 19. Donc, c'est-à-dire qu'en deuxième mi-temps, on leur met 6 buts d'écart. Ouais. Donc, en fait, on a continué juste encore à les écraser, quoi. Rouleau compresseur. Vraiment, on avait vraiment envie de faire un match plein. Et bon, moi, c'est ce que j'ai aimé dans la mentalité de cette équipe. Vraiment, c'est ce que je te disais auparavant. C'est vraiment ce que j'ai aimé. Après, voilà, on a eu aussi une équipe de Dunkerque qui s'est aussi enfoncée elle-même, quoi. Donc, complètement. Et qui a complètement déjoué à partir du premier quart d'heure où ils y arrivaient plus. Donc ça nous a aidés. Mais s'ils ont autant déjoué, c'est parce qu'on a été excellents dès le début, et c'est à mettre complètement pour nous, quoi. C'est-à-dire les joueurs, notre crédit complètement. Ouais. Effectivement, hein. Alors on va pas vous faire le détail de tous les scores sur ce match. Signalons quand même Sébastien Augustinussen, hein, qui fait un 4 sur 4. Olivier Nocas, Antonia Garcia aussi qui a 4 sur 4. Enfin, il y a beaucoup de joueurs. Des garçons qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir briller, qui effectivement là ont vraiment été bons. Je suis content pour Augustinussen qui fait un match plein, lui qui était un petit peu en difficulté, puis Antonio Garcia aussi qui s'est fait qui était pas mal critiqué, qui là sur un poste d'arrière droit qui est pas évident pour un droitier. Et puis moi j'ai bien aimé la performance de Damatrin qui met 3 buts. Tu allais en parler, j'allais en parler. Voilà, qui a fait une performance aussi assez remarquable. Mais tout le monde a globalement été bon. Ouais. Après, il y a des joueurs qu'on a un petit peu moins vus parce que Alberto Entre Rios les a conservés. Mais surtout sachant les échéances qui arrivaient, on va peut-être pas sur un match qui paraît facile, en tout cas de prime abord comme ça pour l'équipe, autant essayer de gérer un peu l'effectif parce que on se l'est rendu clairement facile la deuxième mi-temps. Je veux dire, la seule question qu'on se posait, c'était de savoir quel écart on allait faire, quoi. C'est ça. C'était pas de savoir est-ce qu'on allait gagner, c'est de savoir de combien on allait gagner. C'est vrai que cette question elle était vite résolue, savoir si on allait gagner le match. Ça c'était vite résolu. Voilà pour ce qu'on pouvait vous dire sur le match contre Dunkerque. On pense que comme nous vous avez pris beaucoup de plaisir en regardant ce match, et ben on va revenir sur un autre match qui nous laisse une saveur plus particulière. Effectivement c'est ce match contre Magdebourg. Alors défaite 31-28 pour le H. Que des circonstances de jeu, une évolution du match, même si à un moment donné on a senti, parce que je crois qu'on était à un point au-dessus de Magdebourg, et puis derrière on a perdu le fil. Enfin voilà, c'est un goût amer, ou comment tu le vois toi ce match, Mika? Bah oui, le sentiment qui me vient comme ça, c'est la déception, la frustration, parce que on a le sentiment d'avoir frôlé l'exploit. On a eu une première mi-temps très très difficile face à une équipe de Magdebourg très bien en place, avec les deux Golgoth là, au centre, Schmidt et Krapowski, le polonais là, les deux qui... J'ai l'impression de voir les deux tours du Seigneur des Anneaux. Les deux qui culminent à 2 mètres là. Impressionnant. Quand on les a vus arriver sur le terrain, on s'est dit oh là, mais par où on va passer? Et effectivement ça a été très très difficile. Et puis en plus cette équipe elle est solidaire, ils s'entendent bien, il y a énormément d'automatisme. Cette défense vraiment, moi, elle m'a impressionné. Puis en plus quand on arrivait à trouver un tir, on avait Yannick Green dans les cages qui a sorti énormément d'arrêts. Donc ça a été, c'était agaçant, et c'est justement, je pense, le problème de cette première mi-temps, c'est qu'on s'est agacé. Si on regarde le premier quart d'heure, nous aussi on défendait bien. Il y a d'ailleurs très peu de buts marqués dans le premier quart d'heure pour les deux équipes. On voyait vraiment deux défenses qui se renvoyaient un peu le truc. Et puis, nous, on a commencé à lâcher la défense parce que je trouve qu'on s'est agacé, qu'on n'y arrivait pas offensivement parlant. Et c'est dans la tête qu'on a lâché. Et là, on a laissé Magdebourg prendre un petit peu l'avantage et faire la différence. Ils ont pris 2-3 buts d'écart. Et puis, même pour finir sur une fin de mi-temps à 6. Il y a 15-9 à la pause, je crois. 9-16, moi j'avais à la Oui, mais c'est ça. Plus 6, plus 7 à la pause. C'est vrai que ça reflétait pas quand même le niveau entre les deux équipes. On sentait qu'on a... Non, mais les 2 dernières minutes sont terribles parce qu'on se précipite pour revenir, on prend des contre-attaques et on tourne avec 6 buts de retard, alors que
il n'y avait pas tant d'écart, mais par contre, on s'est vraiment retrouvé complètement bloqué, dominé par cette équipe de Magdebourg qui a été plus forte que nous. Il n'y a pas photo sur la première mi-temps. Et c'est vrai que t'étais là, Polo, quand on a fait le petit débrief à la mi-temps, on avait un peu la tête basse. Et on se demandait bien comment on allait faire pour passer une bonne deuxième mi-temps. C'était pas gagné, puis effectivement. Mais comme tu le dis, on sort de cette première mi-temps, il y a un but de Valero. Derrière, ils obtiennent un penalty, ils le réussissent. Il y a un tir sur le poteau de Kirill, ils remettent un autre but, je crois que c'est Schmitt qui remet un autre but, puis derrière on repère la balle, puis ils remettent un autre but derrière. Enfin, c'est vrai qu'on se fait prendre sur la fin de première mi-temps comme ça, on comprend pas ce qui nous arrive. Ouais, mais c'est je pense qu'il y avait énormément de frustration du côté des joueurs de pas réussir à marquer. On a aussi, tu l'as évoqué, les poteaux, et ça faut en parler, parce que on a fait 7 poteaux barre dans le match. Je crois qu'on se regardait pendant le match, on n'a pas de bol là, il y a un gros manque de chance. Alors après, c'est pas que à cause de ça qu'on a perdu, mais parce qu'on va parler de la deuxième mi-temps qui a été quand même extraordinaire. Ça a été un des beaux moments de la saison. C'est ce qu'on s'était dit à la mi-temps. La seule opportunité qu'on avait, c'était qu'on rentre fort en deuxième mi-temps, qu'on commence à remonter d'un ou deux buts, le public se mette dedans, l'équipe s'enflamme, et c'est exactement ce qui s'est passé. C'était le scénario idéal, c'est ce qui est arrivé. Malheureusement, donc je reviens sur l'ambiance, c'était génial. L'ambiance était magnifique, c'était juste génial. Faut saluer encore le travail de toutes les équipes du H, des supporters, des groupes de supporters, Vraiment, il y avait une très très belle ambiance. Ah ouais, ça a été top. Je pense que ce public a porté cette équipe, et on revient, on est devant à plus un but, on a une balle de plus 2, et c'est la 23e minute de la deuxième mi-temps. Malheureusement, on le rate, et à partir de ce moment-là, ça s'enraye. Alors je pense qu'on est cramé, parce que physiquement parlant, on s'est donné à 200% pour revenir. Beaucoup ils ont laissé énormément d'énergie, et malheureusement, ça coince sur la fin, et c'est ça qui est frustrant, c'est que on a senti l'exploit arriver, parce que franchement, après la première mi-temps, si on avait gagné ce match, c'était extraordinaire. C'est ça, comme tu le dis, il y a 6 buts d'écart à la mi-temps, on revient, on passe devant d'un but dans la deuxième, je crois, aux 2/3 de la deuxième mi-temps. On se dit là c'est bon, ça va être dur, mais jusqu'au bout on va réussir à tenir ce score, et puis à la fin on lâche comme ça, et on se dit, mais il manquait rien, il manquait 2 tirs, deux poteaux qui rentrent, les arbitres qui auraient été un petit peu plus de notre côté aussi. Je trouve que les arbitres ont été moyens, mais des deux côtés, donc là ça joue pas, mais les poteaux, les poteaux, voilà, quand on voit que ce match se joue sur des détails, on dit que ça c'est important. Il y a aussi un autre fait de jeu qui est important, c'est les buts de Schmitt. Il y a au moins 4 buts qu'il met sur des reprises, qui récupère la balle après un super arrêt d'Emile. Alors, il y a lui qui est très prompt à venir récupérer la balle, mais il y a aussi un manque d'attention de notre équipe. La défense, on doit à un moment couvrir deux Emile, fois, mais la 3e et 4e fois t'essaies de tenir, et quand on sait qu'on en prend 4 comme ça, et qu'à la fin on finit à -3, et que il y a eu ce match se joue sur des détails, on peut regretter cette partie du jeu, quoi. Je crois que c'est le sentiment j'ai pas pris de réaction des supporters à la fin du match, parce que c'était compliqué, mais on le sentait qu'il y avait une amertume d'être passé à pas grand chose. Et c'est ce qui peut aussi nous donner confiance sur le match retour, c'est de se dire on est quand même passé à pas loin, il manquait pas grand chose, avec un peu plus de sérieux, d'implication, de concentration, il y a moyen d'aller chercher un autre résultat. Alors, on va discuter du match retour après, ça va être le sujet. Après, attention, Magdebourg est une super équipe, ils ont fait un très très bon match, ils ont pas volé leur victoire. Non. Moi, je suis assez convaincu que le nul était mérité sur cette rencontre, mais ils ont pas volé leur performance. Bravo à eux. Parce que jusqu'en fin de match, on est à 25-25 à moins de 10 minutes de la fin. Ah non, mais ça se joue à pas grand chose. Après, eux, ils ont su être solides, ils ont su faire passer l'orage aussi, et puis en garder vraiment sous le pied pour tout donner sur la fin, pour pouvoir venir chercher cette belle victoire. Je pense qu'ils sont rentrés très contents. En tout cas, on a eu l'occasion. J'ai eu l'occasion de discuter rapidement avec un supporter allemand. Ils étaient absolument ravis déjà de l'accueil du public nantais, mais aussi de ce résultat qui était un vrai gros résultat face à une belle équipe de Nantes. Il y a ça aussi que je vais retenir, c'est qu'on peut être fier de notre équipe. Au moins sur cette très belle deuxième mi-temps, on a montré qu'on était au niveau pour
de nos prétentions, c'est-à-dire aller disputer le Final Four à Berlin. Et je reviens sur ce supporter allemand qui m'a dit on se revoit à Berlin, quoi, parce que il était relativement convaincu que le H, au vu de ce qu'on a montré sur cette rencontre, on avait le niveau pour le faire, en espérant qu'il ait raison. On souhaite surtout qu'il ait raison, hein, parce que c'est tout ce qu'on souhaite à notre équipe. Et puis effectivement, on aura l'occasion de les retrouver. Hein, cette équipe de Magdebourg. Juste pour terminer, oui. C'est une défaite, ça fait mal parce qu'on n'était plus habitué. La dernière défaite du H remontait au 7 novembre 2019. On avait perdu à Nîmes d'un petit but en Lidl Star League. On était sur une série de 15 victoires consécutives, 15 matchs sans défaite consécutive. Voilà, ça peut arriver, surtout face à une aussi belle équipe. Il y a de l'amertume, c'est normal, mais bon, cette série qu'on a fait, elle était quand même exceptionnelle. On savait bien qu'elle devait prendre fin un jour. Voilà, c'est fait maintenant. Repartons sur autre chose. Et puis, ça tombe bien parce que je crois qu'on a des beaux matchs cette semaine. Je crois qu'il y a de très très belles échéances qui arrivent tout à fait. Peut-être l'occasion de renouer avec la victoire. Et justement, hein, c'était, tu en parlais, mais c'était l'objet du sondage de la semaine. Hein, la question qu'on posait dans le groupe HBC Nantes Family. On vous demandait, pensez-vous que le H puisse l'emporter dimanche prochain en Allemagne et terminer premier de la poule. Alors vous êtes très nombreux à vous être exprimés, et puis le résultat qui s'impose, c'est on va dire les chiffres à chaque fois, hein, mais le H va s'imposer à Magdebourg et terminera premier de la poule. Hein, on sent les vrais supporters qui ont pu voter. La deuxième proposition qui arrive en seconde position, hein, c'est le H va s'incliner en Allemagne et terminera deuxième de la poule. Et enfin, vous étiez après presque un petit peu moins de 10 à nous dire le H va s'imposer à Magdebourg, mais ce ne sera pas suffisant pour terminer premier de la poule. Et puis ensuite les autres propositions, c'était la seule question qui compte, c'est mais où est passé Adrien, dit Panda. Voilà, on remarque l'humour de l'équipe de la HBC Nantes Family. Et le H va s'incliner en Allemagne et je suis inquiet pour conserver la deuxième place. Mika, toi, ton avis sur ce match à venir, qu'est-ce que tu en penses de ce sondage, et puis qu'est-ce que tu sens sur le match retour? Ouais, moi malheureusement je vais être plutôt dans la deuxième catégorie. Je pense pas qu'on va aller gagner en Allemagne. Je vais en parler juste après quand on va parler de ce match-là. Par contre, je suis pas du tout inquiet concernant notre qualification. Vu comment l'équipe joue et vu les adversaires, malgré le respect que j'ai pour eux, et il faudra les prendre au sérieux, donc Ademar León et Vélénier, on est au-dessus de ces deux équipes. On l'a prouvé sur les deux premiers matchs. Ces deux équipes, moi, ne m'inquiètent pas. Si le H joue à son niveau, nous gagnerons ces deux matchs et on se qualifiera pour les quarts de finale. Par contre, et du coup ça va faire la transition avec le match retour de dimanche prochain, j'avoue être un peu inquiet sur notre capacité à aller gagner à Magdebourg. Pour une raison très simple, qui est on joue Paris cette semaine. Et on en a parlé juste avant. On a laissé beaucoup d'énergie sur la rencontre de dimanche. Le match de jeudi, on va en parler juste après. Mais si on veut être au niveau des Parisiens, on devra également lâcher énormément d'énergie. Et je sais pas dans quel état on va arriver à Magdebourg, quoi. Et vu comment eux, le défi physique qu'ils nous ont proposé ce week-end, j'imagine pas qu'ils nous proposent autre chose le week-end prochain. Oui, j'envisage pas non plus. Donc ça va faire 3 énormes défis physiques en une semaine. J'ai peur qu'on arrive là-bas sur les rotules. En plus, eux, motivés pour aller chercher leur qualification, parce que s'ils nous battent, ils y sont. Ils seront chez eux. Je sens le match très très difficile là-bas. On aurait joué Ivry ou Tremblay cette semaine. Ça aurait pas été la même. Hein. On aurait pu préparer mieux et en tout cas un peu plus facilement le retour à Magdebourg. Là, c'est Paris, c'est jeudi en plus. Je veux dire, entre jeudi et dimanche, on finit le match jeudi, il faut quasiment prendre l'avion pour aller à Magdebourg. Avec le trajet. En toute honnêteté, je vois, même si j'ai vraiment envie qu'on aille gagner là-bas, hein, mais je vois pas comment on va pouvoir aller gagner là-bas. Ça me paraît vraiment très compliqué. Je suis assez pessimiste sur nos chances de dimanche prochain. Écoute, j'aurais vraiment voulu avoir un avis différent du tien sur cette question, et malheureusement je partage les mêmes inquiétudes. Je pense que l'influx qu'on va laisser contre le match contre Paris sera pas évacué pour ce dimanche, et on peut pas faire un demi-match contre Paris, c'est pas possible en fait. Paris nous attend, on est deuxième.
ils ont besoin aussi de montrer qu'ils sont leaders du classement face au deuxième. Les joueurs vont pas prendre le match de Paris à la légère. Et effectivement, l'engagement qui va être mis dans ce match, il va être très compliqué de récupérer de l'énergie encore pour ce match de dimanche. Enfin, et j'ai pas envie de penser au pire, mais je souhaite qu'on n'ait pas de blessés et vraiment que tout se déroule au mieux. En fait, ce que je souhaite, c'est que finalement, sur les deux matchs, on ait au moins une victoire. C'est voilà. Il y aura forcément, j'aimerais 2 victoires vraiment, mais effectivement, je pense que si on arrive à avoir une victoire sur les 2 matchs, ça sera très bien. Et puis surtout, effectivement, que les joueurs se préservent, qu'il n'y ait pas de blessés, parce qu'il y a la suite de la saison derrière. Tu voulais nous faire un petit point, je crois, Mika, pour clore un peu le chapitre EHF. Faire un petit point parce qu'on est à mi-parcours dans la phase de poule. On commence à avoir une vue un petit peu plus claire sur qui va pouvoir prétendre au quart de finale et puis par la suite au Final Four. Donc dans le groupe A, c'est Benfica qui est en tête avec donc 6 points, 3 victoires en 3 matchs. Ils ont encore gagné donc ce week-end. En deuxième position, c'est Silkeborg et c'est une surprise. Ils sont devant Melsungen qui n'est que 3e, le club allemand qui était favori de cette poule et qui finalement sort des matchs allés avec 2 défaites et qui sont en grosse difficulté pour espérer aller en quart de finale. Mais ça, c'était pas attendu. C'était pas du tout attendu. Donc, et en 4e position, c'est les Polonais de Guardia Apolé qui n'ont pas gagné un match et qui n'iront probablement pas en quart de finale. Dans le groupe B, le groupe de Nîmes, il est dominé par Rhein-Neckar-Löwen qui a tout gagné. De Nîmes. Et du coup, ils sont donimés. C'est pas grave. Oh, le moment gênant. Ouh, il est bien gênant, celui-là. Il est bien gênant. Toutes mes excuses pour les auditeurs. Vas-y, continue. Donc, je disais, Rhein-Neckar a tout gagné. Ils sont donc premiers. En deuxième position, on retrouve Liberbank Cuenca. Et Nîmes n'est que 3e, ils sont à égalité de points, donc Cuenca et Nîmes. Il n'y a rien de perdu pour les Nîmois, qui je pense vont réussir à aller chercher la 2e place à cette équipe espagnole, alors que Leuven devrait normalement s'imposer. Donc dans notre groupe, Magdebourg a donc pris la tête, 3 victoires en 3 matchs. Nous sommes à la 2e position avec 4 points et c'est Vélénier qui est 3e. Ils sont allés gagner en Espagne à Léon, c'est plutôt une surprise au vu des matchs qu'ils nous avaient proposés. Moi je m'attendais à avoir une victoire de Léon. Donc voilà, si peut-être que Vélénier sera notre candidat, notre adversaire numéro 1 pour la place en quart de finale, si jamais ça devait mal se passer pour nous le week-end prochain. Et puis la dernière poule qui est dominée par Tata Banja, le club de Vitali Komogorov. Alors ça, c'est quand même une surprise de voir Tata Banja en tête de ce groupe. Je les voyais pas là du tout. Vitali a été excellent encore ce week-end contre Aix. Il a marqué 5 buts. Il y a eu match nul, 24 partout. Voilà, pour lui, je sais qu'il y en a qui attendent ce résultat, donc je le donne. Dans cette poule, Berlin est 2e avec 3 points. Devant la Riora, 3 points, et donc Aix ferme la marche. Ça va être très compliqué pour Aix d'aller chercher sa place en quart de finale, mais comme on le rappelle chaque semaine, vu qu'on les aime pas, ça nous fait plaisir. Voilà, ça c'est fait. Et puis juste pour terminer, l'excellente performance de Junior Scott avec la Riora, puisque la Riora a battu Berlin et Junior Scott a terminé meilleur buteur de son équipe avec 7 réalisations. Bravo à lui. Voilà, donc les matchs retour commencent dès la semaine prochaine et on espère évidemment que ça se passera bien pour le H malgré nos inquiétudes que nous avons évoquées. Les inquiétudes effectivement qu'on a, même si on se l'accorde aussi, c'est vrai que le H a fait un beau match face à Magdebourg par moment, on y a vraiment cru, et puis ça a quand même été serré au moins sur cette moitié, plus grande moitié, même les 3/4 de la deuxième mi-temps, sur lequel on pouvait y croire. Donc bon. Voilà. On attend avec impatience ce match, le prochain match contre Paris, et puis ce match de dimanche contre Magdebourg. Justement, le prochain match, c'est le match contre Paris. Qu'est-ce qu'on attend ? L'effectif parisien est au complet. On attend une victoire, forcément, c'est les Parisiens qui viennent, mais c'est... on va espérer une victoire. L'attendre, ça serait quand même un petit peu présomptueux. Paris, ils sont leaders du championnat. Tu dis que je suis trop gourmand, c'est ça ? J'en veux trop là.
Non, je dis pas que t'en veux trop, mais bon, Paris, ça parle pour eux. Hein. 16 matchs joués, 16 victoires en Lidl Star League cette année. Meilleure attaque avec 568 buts. Nous, on est deuxième attaque avec 497 buts. Donc ça montre un petit peu la différence. Mais nous, on met la bannière. Ils mettent des jolis buts aussi. Mais on en met des encore plus beaux, je suis d'accord. Par contre, la stat qui est pour nous, c'est qu'on est la meilleure défense. Et eux, ils sont seulement 6ème défense. Mais bon, quand on a une attaque de feu. aussi puissante que la leur, et puis on sait qu'il y a certains matchs où ils ont un petit peu délaissé un peu la défense. Voilà, Paris, c'est le meilleur club en France depuis 5-6 ans. Hein. Ils gagnent... à peu près tout sur le plan national. Ils ont laissé quelques coupes et un championnat passer par là, mais globalement, ils remportent tout. C'est un poids lourd européen. Aujourd'hui, quand on regarde, on nomme 4-5 favoris pour le titre en Ligue des Champions, ils sont constamment dedans. Ils font partie de ces équipes qui ont les moyens d'aller gagner cette Ligue des Champions, même s'ils n'ont pas encore réussi à le faire. C'est un monstre quoi. Quand on voit moi c'est cette ligne d'arrière, quand vous êtes capable d'aligner Remili, Sagosen et Hansen sur une même ligne d'arrière, et que sur le banc vous avez encore des garçons comme Nikola Karabatic et le Suédois que j'ai chez nous, dont j'ai oublié le nom, Kim Durier, je sais plus comment il s'appelle. Voilà, excusez-moi pour lui. Quand on voit cette capacité à aligner autant de force sur une ligne d'arrière, quand on voit les gardiens, Rodrigo Corrales, que je considère comme un des tout meilleurs Européens après son Euro, un Vincent Gérard qui est aussi capable de sortir des gros matchs, les ailiers, enfin je veux dire, cette équipe de Paris, c'est tout pour faire peur quoi. Elle fait peur. Donc est-ce qu'on est capable de gagner ce match ? Bah oui, parce que s'il y a bien une équipe qui les a fait déjouer ces 5 dernières années, c'est bien nous. Alors nous, on est quand même sur 6 défaites consécutives, toutes compétitions confondues, contre le PSG. On les a plus battus dans le temps réglementaire depuis la fameuse demi-finale de Ligue des Champions du 26 mai 2018. Est-ce qu'on a les moyens de gagner ? Honnêtement, j'y crois vite fait quoi. On l'a dit, on a laissé beaucoup d'influx dimanche. Et les Parisiens vont nous proposer un défi physique monstre, parce qu'ils savent qu'on a un banc moins fort qu'eux. Ils savent que on a joué dimanche, eux ont joué samedi en Ligue des Champions, et ils savent qu'on va être fatigués. Ils vont nous rentrer dans la gueule, ils vont vouloir nous faire mal. Surtout que eux, ils ont coché ce match, parce que s'ils le gagnent, ils ont plié le championnat. Ils ont 8 points d'avance sur tout le monde, il reste 9 matchs à jouer. Ils ont plié le championnat. C'est le match sur lequel ils vont avoir le plus à faire. Et puis, la Ligue des Champions se termine ce week-end, mais il faut qu'ils défendent une 2e place. Ils sont 3e, ça revient au même. Je veux dire, c'est le match là qu'ils ont coché eux dans la semaine. C'est sur celui-là qu'ils vont se concentrer. Et puis ils ont pris quand même quelques petites humiliations contre Nantes. Donc s'ils peuvent nous en caler une, ils vont pas s'en priver. Ça, ils l'ont en mémoire. Hein. Ils l'ont en mémoire. Donc moi, ce match m'inquiète particulièrement. Maintenant, il y aura l'extraordinaire public nantais. Il y aura... D'ailleurs, c'est l'occasion de le dire, hein, mais je pense que sur ce match, plus encore peut-être que sur le match contre Magdebourg, mais effectivement, le public aura un influx énorme sur le jeu. Enfin, là aussi, hein, il faudra pas hésiter à mouiller le maillot, même si on est assis tranquillement sur nos fauteuils, pour essayer de donner tout ce qu'on peut à nos joueurs. Hein. Ouais, en plus, je crois, sans trahir de secret, qu'il y a un petit tifo qui doit se préparer du côté des Ultras. Donc ça pourrait déjà mettre un petit peu dans l'ambiance. Je crois que même que le H a remis quelques places en vente là en fin de journée. Ouais, il y a quelques places qui se sont libérées. Donc ça devrait être 6000, ça devrait être plein. Après, le public est là, mais c'est les joueurs qui vont le faire. Et c'est les joueurs aussi qui vont déclencher ce public. Si on est mené de 10 buts à la pause, le public va avoir du mal à s'enflammer. Donc c'est aussi aux joueurs de tout donner. Mais ça, quand je vois la mentalité en ce moment là, ce qu'ils ont montré contre Magdebourg, mais ce qu'ils ont montré ces dernières semaines, c'est ce bien-être ensemble qui ressort, cette envie de bien faire, d'être concentré, d'aller de l'avant. On va y être. Est-ce qu'on tiendra tout le match ? Moi, c'est ça qui m'inquiète. Est-ce qu'on arrivera physiquement à tenir tout le match ? C'est ça qui va m'inquiéter, mais
Ils vont y être, ils vont tout donner, et puis, allez, on sait jamais, un malentendu de faux témoins, et puis en avant gagnant, quoi. Je partage complètement ton avis, effectivement. Moi, j'ai vraiment en mémoire cette deuxième mi-temps contre Magdebourg. On les a vus faire des intervalles, croiser, récupérer des balles. Vraiment, ils étaient mais tous en surmultiplié. Alors effectivement, je suis bien conscient que ce rythme-là, il est compliqué à tenir pendant tout un match. Mais bon, ça reste Paris. Les joueurs savent aussi en mémoire les victoires qu'on leur a mis, parce que celles-là, nous, on les a pas oubliées. Alors je reviens effectivement sur l'effectif parisien. Je pense que le joueur dont tu parlais, l'arrière-gauche, c'est Ekal Durietz, qui est... qui est aussi une montagne, qui culmine près de 2 mètres avec un petit 100 kilos. Bon, ils ont une paire de gardiens aussi qui est assez extraordinaire avec Corrales et Vincent Gérard. On n'oublie pas Michael Hansen qui laissera une trace dans l'histoire du handball mondial. Le meilleur buteur du club avec 80 réalisations. Complètement, le duo des frères Karabatic, les jeunes Benoît Kunku, Adama Keita, enfin on va pas tous les faire, Nedim Remili, Sander Sagosen, Sigurdsson, enfin on a l'impression d'une All-Star League, enfin c'est vraiment c'est ça. bon. Après le fait qu'ils aient Sagosen et je vais rappeler ça quand Yann écoutera l'émission, ça va lui faire plaisir, pour qu'on gagne, il faut faire ce qu'a fait la Croatie contre la Norvège en demi-finale de l'Euro. La Norvège était arrivée super favorite avec un effectif bien meilleur que celui des Croates. Isoler Sagosen. Et avec Sagosen, alors il faudra pas qu'isoler Sagosen, mais il faudra surtout mouiller le maillot et se donner à 200 000% comme l'ont fait les Croates sur cette demi-finale. Voilà, je pense que si Alberto Entrerios, il veut leur montrer une petite vidéo, c'est celle-là, parce que c'est ça qu'il va falloir faire. C'est dans cet état d'esprit qu'il va falloir être si on veut battre les Parisiens. Sinon, franchement, je vois pas comment que ça peut passer. Non, mais c'est bon. En tout cas, on sera de tout cœur, effectivement. Et puis là, pour donner de la voix également, parce qu'il y en aura besoin. Justement, on arrive sur le moment un peu des pronostics. Alors, on va pas revenir sur les pronostics qu'on avait fait sur les matchs dont on a parlé précédemment, puisque visiblement on s'était planté. On n'avait pas vu l'écart contre Dunkerque, puis on n'avait pas voulu voir en tout cas la défaite contre Magdebourg. Si on devait donner un petit pronostic contre Paris, Mika, tu pronostiques quoi comme score ? Je vais pronostiquer malheureusement une défaite. Je dirais un 33-30. 33-30 ? Ouais. Après, vu que je suis hyper nul, le H peut plutôt être confiant, parce que je suis hyper nul en pronostic. C'est une façon, en fait, discrète de dire, bon, soit je pronostique le bon score et j'ai raison, soit sinon je serais très content de m'être trompé. Non, mais c'est ce que je pense qui va arriver, c'est ce que je vous ai dit. Je pense que malheureusement on va perdre, et donc je pronostique plutôt un 33-30 pour le PSG. Bon, moi j'ai envie de dire une victoire 27-26. Pour le H, oui, pas un gros score, je pense que ça sera un match plus compliqué, mais voilà, victoire 27-26 d'un but, ça me suffirait, même un but je trouve ça a plus de saveur, parce que les autres peuvent se dire qu'ils sont passés pas loin. Et puis concernant Magdebourg, on n'a pas fait les pronos, mais bon, tu vois une victoire ? Non, malheureusement, comme j'ai dit, je vois une bien mauvaise semaine, désolé. Non, je vois une défaite de 2 buts, 28-26. 28-26, bon. Eh ben, je vois une défaite mais je n'ai pas envie de le dire. Donc mais je vois une défaite, je pense à peu près dans les mêmes. Je pense qu'on n'ira pas aux 30 buts. Oui, je pense qu'on sera, oui, c'est ça, aux alentours des 29-28, mais une défaite également. On va reparler de victoire, notamment maintenant dans la dernière partie de l'émission avec la N1, qui a gagné ce week-end à Gien-Loiret et qui a signé une victoire 37-33. Et je crois que tu voulais nous dire un petit mot à ce sujet, justement, sur cette victoire de la N1, Mickaël. Oui, on va faire assez rapide parce que, à l'image de la semaine dernière, nous n'avons pas fait le voyage à Gien-Loiret. D'ailleurs, je vais pas vous mentir, je sais même pas où c'est. Donc, qui est dernier de notre poule de N1. Donc, une belle victoire des garçons à l'extérieur. Je sais que c'est jamais facile de se déplacer dans ce championnat de N1. Donc c'est bien par rapport à la défaite de la semaine dernière, ça remet un petit peu du baume au cœur
à cette équipe. Et puis comme chaque semaine, je vais mettre en avant les garçons qui ont fait de belles statistiques. Le 2 meilleurs buteurs à égalité, donc Lucas Delabretèche qui confirme qu'il est vraiment en belle forme en ce moment avec 7 buts marqués. Également quelqu'un qui a bien scoré, Martin Bouvard, on n'en parle pas forcément très souvent, il a mis 7 buts. Guénolé Gaillard sur la continuité de la semaine dernière où il avait bien marché, il est également à 6 buts. Et puis le retour des chouchous, Théo Monard qui a mis 5 buts. Pas de Matteo Fadwil cette semaine, j'avoue que j'ai pas l'info, j'espère qu'il n'est pas blessé, en tout cas il n'était pas sur la feuille de match et donc il n'a pas disputé cette rencontre. Voilà, on va aller à la pêche aux infos en espérant que tout va bien pour Matteo. Il m'a semblé le voir en match, moi en tout cas à l'Achat Arena. Donc, écoute, peut-être, mais bon, en tout cas, il était. Je pense avec sa maman, j'ai reconnu un signe capillaire distinctif. C'est possible. Bon, en tout cas, malheureusement, il n'a pas disputé ce match. Et puis, je terminerai juste petite note pour Andrea Coleluri, le gardien italien, qui a fait 15 arrêts. Donc, c'est quand même une très belle performance. Donc, voilà, bravo les petits gars. C'était vraiment bien de s'imposer dans cette rencontre. Je propose un petit point sur le classement et les résultats. Tout à fait. Parce qu'on avait parlé la semaine dernière du fameux Lanester Paris Saint-Germain. Oui. On sait que des supporters de Lanester nous écoutent et je pense qu'ils sont particulièrement heureux parce que leur équipe... On les embrasse. On les embrasse déjà et on les félicite parce que Lanester s'est imposé contre la réserve du Paris Saint-Germain. Première défaite de la réserve du Paris Saint-Germain et pas de petite manière puisqu'ils ont gagné 34-24 plus 10 buts. Inutile de dire que si le H peut faire ça jeudi, 10 buts, je pense que je peux m'engager à faire des trucs assez fous. J'allais te le dire, c'est peut-être le match qu'il faut leur montrer en vidéo, leur dire tout est possible. Voilà, je sais pas s'il y a une vidéo qui existe, mais en tout cas, grand bravo à Lanester qui se replace donc très bien dans la course à la qualification pour les phases finales, puisque donc au classement, le PSG, la réserve du PSG est toujours en tête, devant Bruges-Lormont qui s'est imposé ce week-end, et donc 3e position Lanester, mais avec seulement donc 3 points de retard sur Bruges et 4 sur le PSG, donc tout est encore envisageable. Notre réserve donc du HBC Nantes est 4e avec 32 points et on devance toujours le fameux club de Mickey, Torcy Handball Marne-la-Vallée, qui s'est également imposé ce week-end. Voilà, il y a un groupe de 5 qui se détache là, un top 5 qui se détache en espérant que le H termine dans ce top 5 et puis on pourra être content de nos minots pour la saison. Et puis ils enchaînent les beaux matchs, les beaux résultats, donc effectivement ça nous fait plaisir d'en parler, puis notamment cette semaine, effectivement de souligner encore ces beaux résultats. Voilà, puis oui, j'ai oublié d'en parler, Alex Morand était de retour, ça faisait quelques matchs qu'on le voyait pas, donc là il est de retour, il a pas, en tout cas pas de grosses stats, mais en tout cas il a remis les pieds sur le terrain et ça c'est la bonne nouvelle pour la N1 qui était toujours privé de Baptiste Damatrin, de Thibaut Brié, donc là il n'y avait pas non plus Matteo Fadwil, donc ça commence à faire quand même quelques joueurs en moins. Mais en tout cas, besoin d'eux avec l'équipe première parce qu'effectivement on a besoin d'eux, tout à fait. Bon, et on arrive au terme de cette 21e émission. Merci beaucoup, Mickaël. Écoute, merci à toi, Polo. Et puis, on embrasse Yann très très fort. On le reverra pour le prochain match contre Paris. Et puis du coup, on vous embrasse. On vous remercie aussi de nous avoir écoutés. Et puis, on espère également une victoire, même si on l'a pas dit dans les pronos, mais une victoire dimanche contre Magdebourg. Oui, bien sûr, évidemment. Moi, je signe tout de suite pour 2 victoires de plus. Je terminerai juste l'émission en faisant un gros coucou à Dominique Bouziane, en le remerciant pour ses bons mots sur l'émission et ses mots de soutien. Et puis, n'hésitez pas à acheter son bouquin qui vient de sortir. Il en a toujours quelques exemplaires avec lui. N'hésitez pas à aller le voir. Ça coûte pas très cher. Et Yann en a un exemplaire et il paraît qu'il est très bien. Et puis, deuxième petit coucou au Ultra avec qui j'ai bu un coup à la fin du match. Malheureusement, les gars, j'ai oublié vos prénoms qui se sont envolés dans la bière. Vous avez bu qu'un coup Mais en tout cas, c'était très sympa de discuter avec vous et merci encore pour le soutien et n'hésitez pas à revenir nous voir pour partager ces bons moments au bar des supporters à la fin. Écoute, tu m'enlèves ces mots, mais des bis partagés effectivement pour Dominique et les Ultrash qu'on embrasse également très fort. Merci beaucoup à tous et on vous donne rendez-vous pour la 22e émission de On refait le H. Bonsoir à tous et à la semaine prochaine.